Transylvanie, au pied des Carpates. J'aurais dû me douter que mon enquête me mènerait jusqu'ici. À la poursuite de Dracula, au fin fond de la Roumanie, de sa ville natale jusqu'à sa tombe. Au départ, cela ressemblait à une blague. Les vampires seraient de retour dans notre bas monde. Je me suis mise en tête d'interviewer l'un d'entre eux. Dans un premier temps, j'ai simplement regardé autour de moi. Et j'ai bien cru que j'en avais repéré un à Paris. Dans 1 heure, c'est Soirée Vampire. J'ai dégoté 2 guides pour me présenter le monde des ténèbres. Tiffen et Jenny sont en train de se préparer. Pas question pour elles d'y aller en simple mortel. Il faut que ce soit vraiment un regard un peu hypnotisant. Faut que le regard en fait embellisse tout. Elles sont accros aux vampires depuis 10 ans. Malgré sa fée clochette sur l'épaule, Jenny est en train de se transformer en prédateur nocturne. Plus c'est blême, plus c'est mortuaire et plus ça ressemble au vampire. Ce soir, nous aurons donc un vampire style victorien et un autre un peu plus contemporain. Quant à leurs canines, elles sont en train de tremper dans un bol. En fait, il faut les préparer. Il y a une genre de pâte à l'intérieur déjà, voilà. Et on les trempe dans l'eau chaude pour que la pâte se ramollisse. Après, il ne reste plus qu'à essayer de les poser. Ça tient pas. Donc, avis aux vampires dans le coin, si vous voulez nous mordre et faire en sorte que nos crocs poussent, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, les crocs, c'est juste pour faire semblant. Une sorte de bal costumé, pas bien méchant, à l'image des nouveaux vampires qu'elles admirent. Ils sont moins effrayants que dans les anciens contes, tout ça, et ils veulent plus ressembler aux humains maintenant. Une nouvelle génération de vampires semble avoir pris le pouvoir. Des vampires édulcorés, en jeans, t-shirts et aux canines parfois bien cachées. Ils envahissent les livres et les écrans. Même la publicité s'en est saisie. Fini les créatures des ténèbres avec les dents qui dépassent, un air emprunté et pourtant une cape. D'où viennent ces suceurs de sang New Look? Comment ont-ils supplanté leurs aînés? Qui sont leurs adorateurs? Et surtout, parviendrai-je à avoir mon entretien avec un vampire? Ce matin, je suis de retour sur les lieux de la soirée. Elle était organisée dans le cadre de ce qu'on appelle une convention, c'est-à-dire une rencontre entre des acteurs et leurs fans. Aujourd'hui, 3 comédiens de la série américaine Buffy contre les vampires sont venus se faire acclamer. Dans la salle, je retrouve Jenny, le vampire victorien que je reconnais à peine avec sa robe rouge et sa perruque. C'est elle qui m'explique le mythe Buffy. Avec sa dose d'humour, cette série a commencé il y a 10 ans à changer l'image des vampires. Les héros de Buffy auraient inspiré les feuilletons plus actuels qui cartonnent aujourd'hui. Ils ont repris ce système-là avec des mecs qui sont quand même dans le rôle de vampire, qui sont sexy. Une héroïne aussi qui est, elle fait toute timide, mais en même temps, elle est très belle. Mais à la base, c'est eux qui ont lancé le truc. Enfin, pour moi, du moins, c'est eux qui ont lancé le truc. Grâce à la mode et à la TNT qui la rediffuse, la série vit en ce moment une nouvelle jeunesse. Le personnage principal, la fameuse Buffy, n'est pas là. Par contre, l'un des vampires est présent. Cette file d'attente, c'est pour lui. Là, vous allez faire quoi, là? Une photo avec James Matters, alias Spike, dans Buffy. Donc voilà, le vampire le plus cool de tout Buffy Slayer. Un suceur de sang sympa, c'est nouveau ça. Jenny et son amie Tiffen sont venus exprès pour lui. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit comme pose? Se faire mordre. 15 secondes chacune, montre en main. Une petite image pour mon album photo et ce sera déjà fini. Hello, welcome from the world. Bon, ce n'est pas la réplique du siècle et c'est un peu l'abattage. Tiffen et Jenny ne sont-elles pas déçues? Je dirais pas plus que quand on va à Disneyland et puis qu'on fait 45 minutes de queue pour 5 minutes d'attraction, et encore 5 minutes c'est large. À la table d'à côté, un autre rôle principal est un peu moins demandé. Normal, il joue un simple humain dans la série, pas un vampire. Tu veux un câlin? Allez, viens par là.
Sa signature vaut moins cher que celle du vampire, 15 € tout de même, car ici tout est payant. Pour les conférences, les autographes, les photos en groupe ou en tête-à-tête, Tiffen aura dépensé 450 €, alors qu'elle cherche du travail. C'est des genres de choses qui se vivent une fois dans notre vie. C'était une occasion et je voulais pas rater ça. Le soleil. Je Pour Jenny et Tiffen, pas besoin d'attendre la prochaine convention Buffy pour retrouver des vampires. Avec 2 autres fans qui ont fait le voyage depuis Nice, je leur ai demandé de me rejoindre à la pause. Je veux leur montrer quelques images d'un film grand public à venir, un film qui cible les adolescents, Twilight 5. Mais à plus de 20 ans, n'ont-elles pas passé l'âge? Ça touche plus les jeunes, voilà, les adolescents, tout. Donc c'est vrai que ça touche un plus gros public. Vous, par exemple, vous les avez pas regardés, Twilight? À fond, depuis le début. Donc là, moi, j'ai amené la bande-annonce de Twilight 5. Évidemment qu'elles ont vu les 4 premiers opus de cette saga. C'est la référence en matière de films de vampires en ce moment. Comment eu tort de te sous-estimer? Les 3 personnages principaux sont connus par des millions d'adeptes à travers le monde. Toi, J'avais terminé ma vie humaine et je me sentais plus vivante que jamais. Donc ça, c'est qui? Et Bella Cullen. Donc ça, c'est le personnage principal. Voilà. Et elle, c'est un vampire? Elle est humaine à la base, mais elle est devenue vampire dans le dernier épisode. Ça, c'est qui, ça? Edward Cullen. Ça, c'est le vampire le plus important? Voilà. Pourquoi? C'est lui qui lui a permis de découvrir justement le monde des vampires. Tout ça. Et ça, c'est qui, ça? C'est un vampire? Un loup-garou. Un loup-garou. Je récapitule. On a la gentille Bella, son amoureux Édouard le vampire, et Jacob, le loup-garou, rival d'Édouard et meilleur ami de Bella. Les 4 premiers épisodes de leurs aventures ont cumulé plus de 14 millions d'entrées en France. On est loin des petits films de série B. Première conclusion, si les vampires sont à la mode, c'est tout simplement parce qu'Hollywood a investi le créneau avec son savoir-faire habituel et a contribué à rapprocher notre univers de celui des vampires. C'est cette recette que j'ai décidé d'aller chercher au pays de Twilight, sur la côte ouest américaine. On ne sait jamais, la saga a peut-être été inspirée par un vrai vampire, quelqu'un que je pourrais interviewer. De Seattle, il faut encore 5 heures de route pour atteindre le petit village de Forks. 3500 habitants et quelques vampires, promet l'Office du tourisme. Je suis un vampire. C'est ici que se déroule l'intrigue de Twilight, dans les films comme dans les livres. Car avant le cinéma, il y a eu les romans de Stephanie Meyer, un phénomène de librairie. 4 volumes, 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde et une romancière que la petite ville de Forks célèbre tous les ans. Aujourd'hui, c'est justement le Stephanie Meyer's Day. Plusieurs milliers de fans du monde entier se sont donc donné rendez-vous dans la petite ville. Clin d'œil des organisateurs cette année, une collecte de sang. Cela me paraît être le meilleur endroit pour chercher mon vampire à interviewer. Vous travaillez pour des vampires? Non, nous ne travaillons pas pour des vampires, mais pour la santé publique. Et vous n'avez pas peur de vous faire braquer par des vampires? Non, aucun vampire ne va nous braquer. Ils sont en ville, mais ce bus, c'est un endroit sûr. Chaque boutique de la ville a son rayon Twilight. Et ce week-end, ils ne désemplissent pas. Forks, c'est sans doute l'un des rares endroits au monde où les marchandes de souvenirs philosophent sur la vie éternelle. Bien sûr, ce serait super d'être immortel. Mais en même temps, c'est triste de voir mourir sa famille, ses amis et tous ses proches. Dans l'un des magasins, je rencontre Caroline Duval, une Québécoise qui cherche des répliques des tenues portées dans Twilight. Impossible de les trouver chez elle à Montréal, alors elle a fait 8 heures d'avion. Pourtant, son look est déjà un hommage à la série. Les mêmes chaussures, le même jean, le même bracelet que son héroïne Bella. Ça, je suis curieuse parce que Et bientôt, faut que j'avoue. le même bonnet aussi.
Mais tu vois, ça, je pense que je vais le prendre. Caroline accepte de me servir de guide dans la région de Forks et dans l'univers de Twilight. C'est son 2e séjour ici. Direction la plage où nous rejoignons l'une de ses amies, une autre Twilight maniaque qui a fait le déplacement depuis la Norvège. Avant, cet endroit n'était connu que des surfeurs locaux. Et puis la romancière Stephanie Meyer a décidé que ce serait l'un des lieux de promenade de son héroïne Bella. Un lieu hors du commun pour une fille très ordinaire. C'est facile de s'identifier à Bella, donc c'est un personnage qui est simple, c'est une personne qui est tranquille, réservée. Une fille ordinaire. Une fille ordinaire. Mais cette plage dans la saga de Stephanie Meyer, c'est surtout l'univers de Jacob. Vous vous souvenez? Le loup-garou. C'est ici que vit sa tribu. 2e arrêt, dans la forêt. Chaque année, il tombe 4 mètres de précipitation ici. Un record dans l'hémisphère nord. Une humidité qui donne aux gigantesques conifères leur cachet inimitable. Puis tout ça, surtout la mousse sur les arbres, c'est très Twilight. Je verrais n'importe quel arbre avec de la mousse, ça me ferait penser à Twilight. L'auteur de Twilight n'a pas choisi la région par hasard, car s'il pleut beaucoup, cela veut aussi dire qu'il y a moins de lumière. Or la forêt, dans Twilight, c'est la réserve de chasse des vampires. Les vampires ici, ils ont peur du jour, ils sont détruits par le jour, ils ont peur de l'ail, de l'eau bénite? Non, pas du tout. Stephanie Meyer a créé complètement un monde différent. Le soleil ne les détruit pas. La seule chose qui se passe quand ils sont au soleil, c'est qu'ils brillent, leur peau devient comme des diamants. Des vampires qui ne meurent pas au soleil. Passons. Mais au moins, boivent-ils du sang? Oui, mais uniquement celui des animaux. C'est moins choquant. Moi, c'est sûr que je vais pas mordre quelqu'un dans le cou pour me nourrir. Donc, on peut s'identifier parce que nous, on mange des animaux, des choses comme ça. Donc, c'est plus la vie normale. Caroline nous ramène en ville pour le clou de la visite. Donc, on s'en va chez Edouard. Au cœur du nid de vampires. Oui, je crois que c'est la plus belle maison de la ville. L'auteur de Twilight se serait inspiré de cette propriété pour décrire la maison de la famille des vampires. Elle aurait travaillé à partir de photos mises en ligne par une agence immobilière. Donc ça, c'est la maison des vampires dans les livres? Oui, on peut voir. Edouard est présent, il est à la fenêtre. C'est un faux. C'est pas obligé de cacher tout le plaisir qu'on a. Sur le parking, nous croisons le Twilight Tour, l'équivalent de nos petits trains touristiques. Avantage de cette solution, vous pouvez disposer d'un Edouard en contreplaqué juste pour vos photos. Mon mec va me tuer. À l'occasion, vous pouvez aussi photographier la maison, comme Catherine et sa nièce. D'abord toutes les deux avec mon appareil, ensuite toutes les deux avec ton appareil, et maintenant, chacun la sienne. Tout semble plus réel. Voir ce que l'auteur a pu ressentir, savoir qu'un endroit comme celui-ci existe réellement, un endroit de paix, de silence et d'air pur, c'est fantastique. Bon, maintenant on va voir les boîtes aux lettres pour prendre une photo. Il y a le nom Cullen sur la boîte. Et oui, elles font rêver ces boîtes aux lettres. Et pour Forks, c'est une chance. 30 $ pour le guide, 300 000 $ de recettes fiscales pour la ville, soit 230 000 €. C'est une chance d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir mener des projets. Comme la route, par exemple? Oui, comme cette route et d'autres projets comme ça. Les vampires apportent du cash, mais aussi un peu de glamour. Avant de repartir, je suis invité à une cérémonie de mariage. Celui de la jeune Bella et de son amour interdit, Edward, le vampire. Ma dernière chance de rencontrer un spécimen américain. Évidemment, pas l'ombre d'un suceur de sang. Les mariés sont deux sosies des comédiens,
il rejoute une scène du 4e épisode. Un spectacle payant, 25 $ pour voir ce bisou. Si encore on avait eu les vrais. Ça n'a pas l'air de déranger les invités. En parcourant l'assistance, je note un détail qui m'avait échappé. Il n'y a que des femmes ce soir. À part lui, bien sûr. Caroline n'est pas vraiment étonnée. Mais Twilight, en premier lieu, c'est une histoire d'amour entre un humain et un vampire. Donc, c'est sûr que les filles, ça nous fait rêver à l'histoire d'amour parfaite, l'amour éternel. C'est des choses peut-être impossibles, donc c'est pour ça que je pense que les filles sont attirées vers Twilight. Et ça parle pas aux gars? Je pense pas que l'amour éternel parle aux gars, non. 3, 2, 1. En repartant des États-Unis, j'ai la conviction que les vampires ont désormais leur place au rayon Bibliothèque Rose. Que pensent les puristes de cette évolution? Car il y a des puristes. J'ai rendez-vous avec eux en Lorraine. Ils appartiennent à la mouvance gothique, des mordus de vampires version canal historique. Certains s'habillent ainsi tous les jours. Je suis allée doucement. Pas vraiment le genre à fréquenter la convention Buffy. Ce jeune homme s'est même choisi le nom d'un démon comme pseudonyme. Grâce à son look travaillé, Samael a été sélectionné pour participer à un shooting photo avec d'autres gothiques de la région. C'est donc armé jusqu'aux dents qu'ils arrivent dans ce cimetière, près de Metz. Le projet Bloodsucker, c'est-à-dire suceur de sang, sortira d'ici quelques jours sur Internet. C'est une sorte de roman photo vampirique. Samael incarne le personnage principal, un maître vampire en guerre contre l'humanité. On bouge pas, on conserve la pose. Depuis 4 ans, ces défenseurs d'un univers très sombre sont affligés par Twilight. L'univers de Twilight est plus une caricature des vampires qu'autre chose. Le vrai vampire ne brille pas au soleil comme une boule à facettes, si on peut dire, tel qu'on peut le voir dans ce genre de film. Le vampire est plus adulte, surtout plus sombre. Un vampire fleur bleue. Cela frôle l'humiliation pour ceux qui vouent un culte à la noirceur. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie du vampire, c'est devenu une mode, justement, comme vous le disiez, alors qu'il y a 20 ans de ça, c'était absolument pas le cas. On était dans un univers décalé et on n'était pas là pour être à la mode. On avait une personnalité qui correspondait à ça, mais on s'identifiait pas à ces personnages pour être à la mode. Bref, une minorité qui entend bien le rester. Ça passe? Ça passe facilement d'être habillé comme ça J'ai jamais eu de soucis. Non, jamais, nulle part. Peut-être les dents font peut-être tiquer un peu plus? Ah, les dents, oui, les dents, les lentilles, oui, ça fait tiquer tout le monde, mais avec un sourire, tout passe. Faites-nous un sourire. Je découvre à cette occasion un talent méconnu de la profession de dentiste. C'est le dentiste qui fait ça? Ouais, je l'ai prévenu hier soir, je lui ai dit non, il faut me trouver un rendez-vous, elle me dit c'est pas possible, si. Sinon j'aurai une dent contre elle, donc... Non mais... C'est des inserts qui sont chauffés et collés là. D'accord. Donc là vous les gardez pendant... Je sais pas. Et une fois que vous les enlevez, Ah bah après non, ils sont cassés là, c'est quelque chose qui est moulé à chaud sur la dent là. Alors après il y a ça, celle qu'on enlève et on clipse en fait. Montrez-nous. Ça se pose dessus. Et ça coûte combien? Deux prothèses comme ça? C'est 100 € la paire. Mais certains gothiques ont décroché leurs dents ces dernières années, dégoûtés par l'arrivée des nouveaux vampires. Et leur chemin de croix n'est pas terminé. Des rumeurs annoncent un 6e Twilight et même une série télé. Sans compter que la matière pour les adaptations au cinéma est de plus en plus fournie. C'est ce que je découvre à côté de Lille, lors d'un salon sur la littérature fantastique. Les romans vampires version Harlequin sont sur toutes les tables. Public et auteur, très féminin là encore. La Frédéric Ménon, c'est moi. Mais oui, bien sûr. Rien qu'en France, la principale maison d'édition du genre s'enorgueillit d'avoir vendu
2,5 millions de romans depuis 2008. Le spécialiste Adrien Parti n'est pas étonné par ce succès. Les vampires reviennent régulièrement depuis la fin du 19e, pendant les périodes de troubles. La créature qu'est le vampire, c'est une créature de crise et le bouleversement au niveau humain. Bram Stoker, Dracula, fin du 19e, on est dans une période de révolution industrielle, on découvre finalement de nouveaux moyens de production et l'humain finalement a du mal à trouver sa place à ce niveau-là. Nouvelle résurgence après la crise de 1929, puis en pleine guerre froide et encore au début des années SIDA. Post-mouvement hippie, on redécouvre qu'on peut mourir d'aimer, parce que c'est l'émergence des MST. Entretien avec un vampire de Anne Rice, qui va en plus redéfinir finalement ce qu'est le vampire au niveau psychologique. Et on arrive en 2006, Twilight, crise économique, énormément de chômage, énormément de doutes par rapport à l'avenir. Arrive donc ce roman finalement qui essaye de réenchanter et de romancer un petit peu le quotidien. Les nouveaux vampires réenchantent peut-être le quotidien, mais ils contribuent aussi à réveiller l'intérêt pour les grands classiques. Et en matière de vampires, le grand classique, c'est Dracula. Un personnage qui fait recette là où on ne l'attend pas. Cimetière du Père-Lachaise, à Paris. À la demande, Jacques Sirjean organise ici des visites ésotériques. C'est un spécialiste de Dracula et je vous préviens, il a tendance à le voir un peu partout. Sa marotte, repérer des thèmes en rapport avec les vampires. Par exemple, la symbolique aquatique. Selon la légende, c'est avec de l'eau que l'on se protège des suceurs de sang. Pour Jacques Sirjean, ce secteur du cimetière est trop humide, pour être honnête. Vous avez la famille Rondeau. Dans Rondeau, il y a eau. En face de Rouillé, vous avez la famille Robinet. Ça commence à faire beaucoup quand même. À côté de la famille Robinet, vous avez des mares. Et ce n'est que le début. Il y a encore une dizaine d'ombres à consonance aquatique en face. Et là, je pars du fait que ce n'est pas une coïncidence. L'eau, le feu, la pierre, la religion, le sang. Tous ces thèmes-là, vous les trouverez par les noms qui sont sur les tombes dans le coin en face. Et c'est pas juste le conservateur. Quel sens de l'humour? Ça se passe sur un siècle et demi, souvent. Je suis, comment dire, un peu sceptique. Quelques mètres plus loin, notre guide aurait repéré quelques gouttes d'hémoglobine. Et pour lui, cet arbre est une référence évidente aux vampires. Pour le sang, il y aurait ces baies rouges. Il n'y en a pas beaucoup au Père-Lachaise. Donc la thématique du sang est présente aussi. La couleur est même pas mal. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui. Vous êtes sceptique, monsieur? Oui. Allez. Je trouve que... Oui, je pense que parfois on trouve ce que l'on cherche. Voilà, ouais. Mais bon... Soudain, Jacques Sirjean fait monter la pression. Il vient de nous dire qu'on approchait de la tombe de Dracula. Dracula, au Père-Lachaise. Mais que diable ferait-il ici? Et d'abord au juste, qui est Dracula? C'est un personnage de roman créé par l'écrivain anglais Bram Stoker. Il est inspiré d'un tyran ayant réellement existé, Vlad l'Empaleur, qui sévissait au XVe siècle en Roumanie. Selon Jacques Sirjean, la dépouille de Vlad aurait été ramenée en France plusieurs siècles après sa mort par une secte sataniste. C'est en tout cas ce que lui a dit un inconnu. Il me raconte qu'il ne s'intéresse pas aux vampires, mais qu'il fait partie d'une secte de satanistes et qu'il sait que Dracula, Vlad Tepes Dracul, le tyran roumain qui a inspiré le roman de Bram Stoker, est enterré anonymement au Père-Lachaise dans un tombeau lambda que je ne reconnaîtrai qu'à 3 chauves-souris qui sont sur la tombe que je ne verrai qu'en esprit. En gros, elles y sont sans y être. C'est tout. Avec les indications de l'inconnu qui, depuis, a disparu dans la nature, Jacques Sirjean pense avoir découvert la bonne sépulture. Vous remarquez? Tout en haut, plus aucune croix. Bon, d'accord, c'est vrai que les vampires sont allergiques aux croix. C'est ce tombeau-là. Les 3 chauves-souris qu'on voit qu'en esprit. Ici, la tête, les oreilles, vous voyez les ailes? Alors ici, ouais. Vous voyez en bas à droite? Peut-être les oreilles, là, pourquoi pas. Et la 3e était en haut. Elle n'est plus là. Moi j'aime bien les histoires, donc je me demande qui y croire, même si je n'y croirais jamais en fait. Mais un petit peu comme le Père Noël quand j'étais enfant, j'aime bien y croire, j'écoute. Vlad l'Empaleur, alias Dracula, au Père-Lachaise. Autant dire que cette thèse quelque peu fantaisiste n'a pas encore convaincu les historiens. À présent, je n'ai plus le choix. Tout me pousse à m'envoler pour la Roumanie. C'est sans doute ma dernière chance de réaliser une interview avec un vampire. Dans les Carpates, leur légende, qui n'attirait plus les foules ces dernières années, est en pleine renaissance. Grâce à qui? Grâce à Twilight et consorts. Sur le parking de l'aéroport de Bucarest, je rencontre Émilie et Christophe, un couple de jeunes niçois. Ils ont 4 jours pour faire un Dracula Tour, concocté par une agence de voyage.
la route verte et on va jusqu'ici. Voilà. Raznov. Et après on descend là, voilà, c'est bon. Première étape, le château de Bran, en Transylvanie. Dans les brochures touristiques, il est surnommé le château de Dracula. Et ici, les guides sont du genre blagueurs. Je suis un descendant de Dracula. Spécialement, je suis le petit-fils de Dracula. Et si vous voulez convaincre si c'est vraiment un non, il faut vous rester ici, avec moi bien sûr, après minuit. Depuis la sortie des films Twilight, l'affluence au château est montée de 350 000 à 550 000 visiteurs par an. C'est un vrai labyrinthe, quand je vous dis déjà, le château, n'est-ce pas? Super. Mais Vlad l'Empaleur a-t-il vraiment vécu ici? C'est toute la question. Mais il y a une petite supposition. Je parle de Dracula, le personnage historique. Se croit il a été emprisonné dans ce château au début du XVIe siècle, dans la cause politique d'alors, mais nous n'avons pas encore de documents qui attestent cette chose. L'appellation château de Dracula est donc un peu abusive. Qu'importe, Christophe et Émilie y trouvent leur compte. On est séduit par le patrimoine et comme je dis, on repart, on en sait plus sur le personnage et c'est le but. On se rend compte que finalement c'est un personnage méconnu, on ne sait trop rien sur lui et là on repart avec des convictions, des informations précieuses. Non, on en apprend plus et à cet égard c'est intéressant d'être ici. L'inconfondable costume de la cour de Vlad l'Empaleur. En fait, un simple costume de cinéma. Des films de vampires, Émilie et Christophe en ont regardé pas mal depuis quelques années. C'est ce qui leur a donné envie d'aller voir à la source, pour se plonger dans l'ambiance originale. Et côté ambiance, ils vont être servis en arrivant à leur hôtel, car la décoration est très premier degré. Les réceptionnistes sont en cap. Waouh! Viens voir, c'est trop beau. Il y a une masse d'armes sur le mur de la chambre. Le thème est décliné jusque dans la salle de restaurant pour leur dîner. Comment ils disent déjà? Romantique. Ah ouais, c'est la salle des tortures. C'est original en tout cas. En tout cas, c'est original. Après, Dracula, c'est pas une histoire féerique, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. C'est-à-dire? C'est vrai que je pensais pas que ça allait être aussi glauque, mais ça me plaît bien et puis c'est vraiment dans le thème. Glauque, un beau compliment au pays des vampires. Deuxième jour, deuxième étape, la petite ville de Sigishoara. Ses maisons médiévales aux tuiles multicolores, sa tour de l'horloge, ses petites rues pavées, et surtout, cette maison où les Niçois retrouvent la trace de Vlad l'Empaleur, alias Dracula. Ici, c'est là où il est né. Apparemment, il y a passé 4 ans de sa vie. Bon, on est sûr que dans cet endroit, il y a vécu. Pas longtemps, mais il y a vécu. C'est à présent un banal restaurant, mais avec un petit bout de fresque d'époque. C'est une peinture originale. Elle a plus de 600 ans. Et la première image, là, c'est Vlad Dracul. Ici, les commerçants exploitent chaque détail historique, au risque de verser dans un marketing pas toujours raffiné. Ce viticulteur chez qui le couple s'arrête ne vend pas du simple vin. Il propose du sang de Dracula, au fût ou en bouteille. Alors, c'est du sang ou c'est du vin? C'est du vin. C'est du vin. Après, on vous dira cette nuit s'il y a un effet indésirable. Christophe ne s'est pas transformé en vampire. Dommage pour moi. Et voilà, mon périple touche à sa fin. Mais avant de clore une bonne fois pour toute cette enquête, il me reste une ultime étape. Me rendre sur la tombe de Vlad l'Empaleur, de Dracula. La tombe officielle cette fois. Elle est située dans la chapelle d'un petit monastère, sur une île, au milieu d'un lac. Sans doute pas un hasard. Rappelez-vous, l'eau retiendrait prisonniers les vampires. Je n'ai pas l'autorisation de filmer, je me fais discret. Il faut payer 20 € pour prendre des photos. Forcément, à ce prix, la gardienne confirme tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on est sûr? Oui, on est sûr. On a des preuves historiques qu'il est venu ici. On a de vieux livres qui attestent qu'il a bien vécu ici. Des restes humains ont bien été trouvés ici en 1932, mais ils ont disparu depuis.
mon bilan n'est pas très bon. Non seulement je n'ai pas réussi à avoir mon entretien avec un vampire, mais en plus, j'ai un doute à présent. Si Dracula n'est pas en Roumanie, ni à Paris, où est-il passé? Y est-il vraiment mort après tout? À moins qu'il ne prépare sa revanche contre ces films pour jeunes publics qui ont fait des vampires, les terreurs des bacs à sable.